Alors, la première chose que je veux dire, c'est que vraiment, j'ai abordé certains thèmes de l'œuvre, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dedans. Ok. J'ai essayé d'aborder le maximum de thèmes possibles. D'abord, on va présenter l'auteur. Ok. Cheikh Anta Diop est né en 1923 à Thiéou et il est mort au Sénégal, ok, à Dakar, en 1986. Alors, donc, il est surtout connu pour ses travaux en égyptologie, ok, même si, même s'il était aussi historien, anthropologue, paléontologue, linguiste, physicien et chimiste. D'accord, suivant. Et il a publié son premier ouvrage, Nation nègre culture, en 1954, ouvrage dans lequel il démontre la négritude de la civilisation égyptienne. Donc, comme vous pouvez voir, Nation nègre culture, c'est vieux en fait. Les élèves de Cheikh Anta Diop ont rencontré des critiques violentes de la part de l'égyptologie occidentale. Ok, quand il a écrit ça, effectivement, les Occidentaux, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord, mais il les a affrontés dans un grand débat qu'il a remporté en 1974. Il faut comprendre que Cheikh Anta Diop n'était pas le premier à parler en fait de la négritude de l'Égypte. Ok, c'est un sujet qui était abordé comme ça à différentes époques dans le passé. D'accord. Par exemple, là vous avez l'haïtien Anténor Firmin qui en a parlé. Ok. Vous avez aussi Marcus Garvey. Disons que c'était quand même la base aussi du réveil de Marcus Garvey et la civilisation égyptienne. D'accord. Mais avec Nation Nègre et Culture, là, on va vraiment mettre fin au débat. C'est Nation Nègre et Culture qui va vraiment démontrer la négritude de l'Égypte antique de manière définitive. Suivant. Nation Nègre et Culture reste son premier ouvrage et aussi le plus important. Ok. Mais par la suite, il écrira plusieurs autres ouvrages afin de détailler les thèmes abordés de manière sommaire dans Nation Nègre et Culture, mais aussi pour expliquer sa vision politique de l'Afrique. D'accord. Plusieurs autres ouvrages qui vont par exemple parler de panafricanisme, de l'Égypte ancienne, comment elle était nègre. Mais l'objectif de l'ouvrage, c'est de parler des problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui, ok, de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc c'est un ouvrage qui n'est pas en fait dans la contemplation du passé, mais c'est un ouvrage qui est là pour aborder les problèmes de l'Afrique aujourd'hui. C'est un ouvrage politique, ok, c'est un ouvrage politique, c'est un ouvrage panafricaniste, ok. Suivant. Alors, on peut se poser la question, pourquoi l'Égypte, ok. Ben, d'abord parce que c'est notre histoire, ok, c'est pour ça qu'on en parle. Et contrairement à ce qu'on dit, l'Égypte n'était pas isolée. Et l'Égypte n'était pas isolée du reste de l'Afrique. L'Égypte antique, c'est nous. Et nous, c'est l'Égypte antique. Parce que d'après les travaux de Robert Bauval, Robert Bauval, en fait, c'est un Espagnol, d'accord, c'est un égyptologue espagnol, mais qui est né et qui a grandi en Égypte. Alors, d'après ses travaux, l'Égypte antique n'est que l'héritière d'une civilisation qui a commencé des dizaines de milliers d'années dans le sud, en Afrique noire même. L'Égypte antique n'était que l'héritière. Ça veut dire qu'ils ont hérité de tout un savoir, de toute une civilisation qui a commencé dans le sud, en Afrique noire. Ok. Et comme on dit, ils sont héritiers, on hérite de ses parents. Les Égyptiens anciens n'étaient que les héritiers de leurs parents qui étaient des Noirs en Afrique noire, et eux-mêmes aussi c'était des Noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, il faut bien saisir ça. Donc c'était pas comme ça des cousins éloignés, quelque part lointains. Non, 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 comprenez ça bien. Et comprenez aussi que on ne nous a pas toujours appelés des subsahariens. Ok. Désolé, j'avance un peu vite parce qu'il y a tellement de choses à dire. On ne nous a pas toujours appelés des subsahariens. Avant, l'essentiel du continent africain vivait soit en Égypte pour certains d'entre nous, ou soit en Afrique, dans le nord-est de l'Afrique. Okay. C'est la perte en fait de la civilisation égyptienne quand l'Égypte antique a été progressivement
effectivement, les Africains vont commencer à se retirer à l'intérieur du continent et puis aller occuper les territoires où nous sommes, où nous habitons aujourd'hui. Okay? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous appelle les Africains subsahariens quand on veut parler de l'Afrique noire. Donc, comme vous voyez, en fait, notre histoire est très intimement liée, en fait, à l'Égypte antique. Suivant. L'Égypte antique, c'est notre mère patrie. OK, suivant. Mais même si l'Égypte antique est notre mère patrie, même si c'est important pour nous, c'est un héritage qui nous est contesté. OK? Là, par exemple, on a une figure emblématique de ceux qui nous contestent l'héritage de l'Égypte antique. C'est Bernard Lugan, c'est un anthropologue français. OK? C'est lui que vous avez là. Mais je vais dire vraiment, tous les égyptologues, pratiquement tous les égyptologues occidentaux, je dirais que les occidentaux, dans leur grande partie, vont contester, en fait, que l'Égypte antique. Alors, première question, qui étaient les Égyptiens anciens? Et comme Cheikh Anta Diop dit, cette question ne s'est jamais posée pour les contemporains des Égyptiens antiques. Ils nous ont laissé des témoignages sur eux. Suivant. Alors, Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote essaie de démontrer que le Nil ne vient pas de la fonte des neiges, parce que c'est quelque chose qu'on entendait souvent à l'époque, certainement. Les gens pensaient que le Nil venait de la fonte des neiges. Et puis, Hérodote s'est rendu en Égypte. Et quand il a vu des hommes noirs qui peuplaient la civilisation égyptienne, il a dit non, le Nil ne vient pas de la fonte des neiges parce qu'on est dans un pays où la chaleur rend les hommes noirs. Alors là, on a aussi Hérodote qui continue, ok, il dit les Égyptiens pensent que ces peuples, c'est-à-dire les Koches, sont les descendants d'une partie des groupes de Césoris. Je le conjecturerai aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Alors ça, je vais expliquer ce qu'il est en train de dire. Suivant. Alors là, vous avez le pharaon, en fait, le pharaon, là, non, allô, là, je m'entends là. Allô, ok, c'est bon. Là, vous avez le pharaon Djéouti Messou, ok, qu'on appelle, c'est lui que Hérodote appelle Césoris III, ok, c'est lui qui l'appelle Césoris. Sinon, il est plus connu sous le nom de Toutmosis III, ok. Alors, c'était un pharaon, c'est lui qu'on appelle en fait le Napoléon de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de conquêtes. Donc, je disais que le pharaon Djéouti Messou, ok, il a occupé une bonne partie de l'Europe et de l'Asie, et il a laissé des garnisons militaires là-bas qui vont rester sur place. Et ce sont ceux-là qui vont rester sur place et qu'on va appeler plus tard les Kolch, et la Kolchie, c'est dans l'actuelle Géorgie, ok. Et Hérodote, il est en train de dire qu'il pense que les Kolch, ce sont les descendants des anciens Égyptiens parce qu'ils ont la peau noire et ils ont les cheveux crépus. Ok? Si tu peux revenir au slide précédent, s'il te plaît. Voilà, donc on relit Hérodote. Les Égyptiens pensent que ces peuples-là, les Kolch, sont les descendants d'une partie des peuples de Césoris. Je le conjurerai aussi sur deux choses. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Ok? Donc, effectivement, on a un autre témoignage qui confirme tout ça. Suivant. Non, on revient. Voilà, Toutmosis III. Reviens à Toutmosis III. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, si on reste un peu sur cette image, vous voyez qu'on a en face de nous un pharaon égyptien et qui ressemble effectivement à quelqu'un qu'on pourrait très facilement trouver si on va au Mali. C'est quelqu'un qui ressemble à beaucoup de Maliens aujourd'hui.
Ok, donc là même déjà, l'image parle d'elle-même. Suivant. Voilà, on a Strabon, 1er siècle avant Jésus-Christ. Strabon aussi, c'est un voyageur qui va aller en Égypte. Et il va rentrer en Égypte, après il va aller visiter un peu le reste de l'Afrique noire. Et puis voilà ce qu'il va dire. Il va dire, les Égyptiens se sont établis dans l'Éthiopie et dans la Colchide. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on sait... Non, reviens s'il te plaît. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est à partir de l'intérieur de l'Afrique, c'est ce qu'on appelait l'Éthiopie, c'était le reste de l'Afrique noire. Aujourd'hui, on sait que c'est à partir de l'intérieur de l'Afrique noire que l'Égypte a été peuplée, ok, et que c'est eux-mêmes qui sont partis jusqu'en Colchide, ok. Donc les Colches revient encore, les Colches dont Hérodote parlait tout à l'heure, ok. On sait, mais lui, à son époque, il n'avait pas les moyens techniques de savoir. Donc, il pensait que c'est à partir de l'Égypte que le reste de l'Afrique a été peuplé, d'accord, et que la Colchide aussi a été peuplée. Donc, on a un autre témoignage suivant. On a Aristote. Alors ça, ce n'est pas cité dans l'Action d'agriculture, ok, mais Diop va le citer plus tard dans Civilisation au barbarie. Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, il fait une blague raciste où il dit ceux qui sont excessivement noirs sont noirs, c'est-à-dire ils sont peureux et lâches. Et il dit ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Donc il parle effectivement éthiopien du reste de l'Afrique. Donc vous voyez, on a un autre témoignage suivant. Selon la Bible, les descendants de Cham, ok, Cham dans la Bible, en fait, ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Noé qui avait bu de l'alcool et qui a vu la nudité de son père. D'accord? Selon la Bible, les descendants de Cham sont Couche, qui veut dire le Soudan, Misraïm, qui veut dire l'Égypte, Pout, qui veut dire la Somalie, ok? Et Canaan, Canaan, qui veut dire Israël avant les Hébreux. D'accord? Donc, selon la Bible, effectivement, les descendants de Cham, Cham, qui en hébreu veut dire noir, charbon, c'est la même chose en égyptien ancien, Kem, qui veut dire noir, charbon, noirci, ok? Les descendants de Cham sont le Soudan, l'Égypte, la Somalie, et puis Israël avant l'arrivée des Hébreux. Donc, on a la Bible même aussi qui confirme ça. Suivant. Alors maintenant, Cheikh Anta Diop, en fait, raconte comment est-ce que le mythe du nègre va naître. Comment est-ce que l'idée selon laquelle le nègre, c'est un être moins évolué, comment est-ce que cette idée va naître? Alors ici, vous avez la carte de la Méditerranée. Okay? Plusieurs civilisations vont émerger autour de la Méditerranée. La première d'entre elles, c'est l'Égypte. Après, on aura Babylone, la Syrie, la Mésopotamie, d'accord? Après, beaucoup plus tard, parce que l'Égypte, c'est au cours de 3100 ans avant Jésus-Christ que l'écriture va apparaître. D'accord? Et après, vous aurez autour de 600-700 ans avant Jésus-Christ, ou 800 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire longtemps après la civilisation grecque qui va apparaître, et encore beaucoup plus tard la civilisation romaine. Ok? Suivant. Alors ces Romains-là et ces Grecs, en fait, ils avaient conscience que les Égyptiens, c'était des nègres. Là, par exemple, vous avez le pharaon Amenhotep III, qu'on appelle aussi Amonhotep III. Et vous avez son épouse, la reine Tiye, ok? Ils avaient conscience que les Égyptiens, c'était des Noirs, les Grecs et les Romains. Et ils avaient aussi conscience que tout leur savoir, toute leur civilisation, ça venait des Égyptiens, de ces nègres-là, suivants. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Comme toute civilisation, elles vont finir par s'effondrer. Okay? La civilisation grecque va s'effondrer, suivant. La civilisation romaine va aussi s'effondrer. Okay? C'est-à-dire que tous les témoignages des Gréco-romains, ces vieux témoignages, vont rester enfouis sous les ruines, sous les décombres suivants. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? Les populations d'Afrique noire qui habitaient dans le nord-est de l'Afrique vont descendre progressivement
ok, vont descendre pour repeupler le reste de l'Afrique. Ok. Et aux alentours du 15e siècle, c'est-à-dire près de 1200 ans plus tard, ok, 1200 ans plus tard, plus de 1000 ans après, les populations européennes vont avoir suffisamment de techniques pour construire des bateaux, pour construire la boussole, pour aller conquérir le reste de l'humanité. Suivant. Et quand ces populations européennes, ok, vont arriver sur les côtes de l'Afrique, voilà à peu près ce qu'elles vont trouver. C'est-à-dire des peuples africains qui ne vivent pas de la technique. Ok. Et comprenez bien que ce qu'ils vont dire, c'est quelque chose qui va affecter le nègre en lui-même. Le nègre aussi lui-même va intérioriser en fait toute la construction que les Blancs vont construire. Quand on a un grand poète comme Aimé Césaire qui dit ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, suivant. Et comme Aimé Césaire, on a aussi Senghor en parlant du nègre qui dit l'émotion est nègre et la raison est hélène. Donc on a Aimé Césaire qui dit l'homme noir n'a pas inventé la boussole, il n'a pas inventé la poudre à canon, ce qui est faux. Okay? Quand on a Senghor aussi qui dit l'émotion est nègre et la raison est hélène. Donc on voit qu'eux-mêmes ils ont intériorisé. Donc il n'y a pas que le blanc en fait qui aura du mal à croire. Il y a le nègre aussi lui-même qui est affecté par ça. Suivant. Alors, donc, ici, on a, parlons par exemple du comte de Volney. Volney, c'était un savant, un philosophe, un grand savant français qui a visité l'Égypte au XVIIIe siècle. Okay? Et quand il va arriver, il va voir les Coptes d'Égypte, descendants des anciens Égyptiens, qui sont très blancs de peau. Hein. Mais voilà ce qu'il va dire. Tous, c'est-à-dire les Coptes d'Égypte, ont le visage bouffi, ils ont l'œil gonflé, ils ont le nez écrasé, ils ont la lèvre grosse. En un mot, une vraie figure de mulâtre, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que les Coptes, ce sont des métis suivants. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, j'étais tenté de l'attribuer au climat lorsque, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les Coptes ressemblent à des métis? Il dit, j'étais tenté de l'attribuer au climat. Lorsqu'ayant visité le fils de Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote, où il dit, pour moi, j'estime que les Koches sont une colonie des Égyptiens, parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres, de l'espèce de tous les naturels d'Afrique. Comme vous voyez ici, en fait, voilà ce qu'il a vu à son époque, au XVIIIe siècle. Voilà ce que Volney il a vu. À l'époque, c'est à ça que ressemblait le Sphinx. Le Sphinx n'était pas aussi endommagé qu'il est aujourd'hui. Ok, ça c'est un dessin qui date de l'époque de Napoléon. Suivant. Donc, déjà comprenez qu'il n'y a pas que les coureurs sur le terrain de Thalès. Absolument tout ce que les Grecs savaient, pratiquement tout, ça leur vient des Égyptiens. C'est quelque chose qu'on peut très difficilement aujourd'hui contredire. Les mathématiques, la philosophie des Platon, tout. Okay? Maintenant, après, Cheikh Anta Diop, il va raconter en fait l'origine de la falsification modèle de l'histoire. Okay? Comment est-ce que l'histoire de la civilisation égyptienne a été falsifiée? C'est quelque chose qui commence avec la campagne d'Égypte en 1799 avec Napoléon qui va occuper l'Égypte. Suivant. En 1822, c'est-à-dire à peu près 22 ans plus tard, on a Champollion qui va déchiffrer les hiéroglyphes. Suivant. Cheikh Anta Diop, il dit les égyptologues furent pétrifiés d'admiration devant le passé de grandeur et de perfection qu'ils découvrirent alors et que peu à peu ils reconnaissent comme étant celui de la plus ancienne civilisation qui a engendré toutes les autres. L'impérialisme aidant, il devenait de plus en plus inadmissible de continuer à accepter la thèse jusqu'alors évidente d'une Égypte nègre. C'est-à-dire qu'ils ont, après avoir déchiffré les hiéroglyphes, ils vont commencer à lire, ils vont commencer à comprendre.
ah, mais ça, c'est une civilisation parfaite. C'est la plus parfaite de toutes les civilisations que l'humanité a connues. En plus, elle est vieille. Elle est beaucoup plus vieille qu'on croyait. Elle est encore beaucoup plus vieille que ça. OK? Et toutes les autres civilisations sont héritières de ça. Donc, ils auront du mal à accepter que cette civilisation-là, c'est une civilisation de nègres. OK? Donc, Cheikh Anta Diop, il continue. La naissance de l'égyptologie sera donc caractérisée par la nécessité de détruire à tout prix et dans tous les esprits le souvenir d'une Égypte nègre de la façon la plus complète. Là, c'est clair. Suivant. Alors, là, on a Champollion, ok, celui qui a pu découvrir qui a pu déchiffrer les hiéroglyphes, le premier à la déchiffrer. Et Champollion, c'était quelqu'un d'honnête. Champollion n'a pas cherché à blanchir les Égyptiens. Si vous êtes dans un débat avec quelqu'un qui vous dit que les Égyptiens, c'était des Blancs, citez Champollion, dites le premier égyptologue de l'histoire de l'égyptologie, c'est lui-là qui a découvert, qui a déchiffré les hiéroglyphes. Voilà ce qu'il dit. Il dit, on y trouve aussi les Égyptiens et les Africains représentés de la même manière. C'est qu'ils ne pouvaient être autrement. Il dit les Égyptiens et les Africains, c'est-à-dire les Noirs, sont représentés dans un tombeau. Celui de Ramsès III, sont représentés de la même manière. Il dit ça ne pouvait être autrement. C'est-à-dire qu'il savait, bien sûr, plus évident, Égyptiens et Noirs, c'est la même chose. Mais les Namous, c'est-à-dire les Asiatiques, et les Tamous, c'est-à-dire les races européennes, offrent d'importantes et curieuses variations. Il dit aussi beaucoup de choses qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Suivant. Voilà sur quoi se base Champollion, sur ce tableau. Okay? Le A, c'est l'Égyptien. Le C, c'est l'Africain du continent. Après, le B, c'est l'Indo-Européen. Et le D, c'est le Sémite. OK? Voilà sur quoi il se base. Ce qui a été découvert dans le tombeau de Ramsès III. OK? Suivant. Mais ce que vous avez vu dans le tombeau de Ramsès III, c'est un dessin, okay? C'est une reproduction. Les gens vont dire, ah mais c'est un dessin, c'est pas la vérité. Ah non, 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 voilà l'original. Ok, voilà l'original. Une photo qui a été prise dans le tombeau de Ramsès III, qui est encore visible aujourd'hui pour tous ceux qui vont aller visiter ça. Ok, donc les deux premiers, ce sont des nés, c'est-à-dire des Nubiens, et puis les deux qui vont suivre, ce sont des Égyptiens, c'est-à-dire des Révétous, c'est-à-dire les hommes parfaits. Suivant. Et Champollion, il continue, ok? Il est très clair quand même. Disons, Champollion, les égyptologues aujourd'hui devraient dire Champollion, le premier égyptologue. Il est très clair là-dessus. Il dit, il continue, on ne retrouve chez les Coptes de l'Égypte aucun des traits caractéristiques de l'ancienne population égyptienne. Les Coptes sont le résultat de mélanges confus de toutes les nations qui ont successivement dominé sur l'Égypte. Et il précise, on a tort de vouloir retrouver en eux des traits de la vieille race. C'est-à-dire qu'on a tort de vouloir chercher chez les Coptes des traits égyptiens. Suivant. Ça, c'est une photo que j'ai prise sur Internet, comme vous voyez. Tous les traits que vous avez sur les statues égyptiennes, on les retrouve encore en Afrique noire. Là par exemple, comme vous voyez, c'est un Égyptien et puis une jeune femme Imba. OK? Suivant. Mais Champollion, il va mourir. OK? Naturellement, tout le monde meurt. Il va mourir, je ne sais plus, je crois, d'une pneumonie. Naturellement, il va décéder et il va laisser en fait le soin à son grand frère de continuer ses travaux. Champollion Figeac, ok? Et Champollion Figeac, c'est lui qui va commencer à falsifier les choses, ok? Et puis d'abord, il va s'en prendre de manière violente à Volney, quand il va dire la peau noire et les cheveux crépus. Il parle du témoignage d'Hérodote. La peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas à caractériser un nègre. C'est grave quand même. On est un grand savant qui est en train de nous dire la peau noire et les cheveux crépus, ça ne suffit pas pour caractériser un nègre. Il peut parler du témoignage effectivement de Hérodote. Et puis il continue, il dit les conclusions de Volney relatives à la
race égyptienne sont forcés et inadmissibles. C'est inadmissible de dire que les Égyptiens étaient des Noirs. Et justement, c'est sur les travaux de Champollion Figeac et des gens de son époque que tous les égyptologues après vont effectivement aller puiser, ils vont se construire. C'est comme ça que l'égyptologie occidentale va se construire, c'est-à-dire sur des bases faussées. Suivant. Ok, on a vu les arguments contre eux, maintenant on va avancer nos arguments. Alors, le premier, c'est le totémisme. Okay? Le totémisme, en fait, c'est considérer qu'une plante ou un animal, ou effectivement, alors je l'avais noté ici, définition du totémisme, relation sacrée entre l'individu et groupe d'individus et un animal ou une plante ou un phénomène. Okay? Généralement, c'est quand on considère qu'un animal est sacré et qu'on a une relation sacrée avec cet animal. D'accord? Voilà, un peu comme un parent. Ok? Là, par exemple, vous avez Horus, qui est le symbole. Ok? Horus, en fait, c'est le faucon, d'accord? Qui est le symbole de tous les pharaons égyptiens. C'est leur totem. Et même quand vous prenez les Shemshouhor, c'est-à-dire, on est d'accord là-dessus, tous les égyptologues sont d'accord, qu'il y avait, durant plusieurs siècles, il y avait des pharaons qui existaient avant que l'Égypte rentre dans la période historique, avant Nahamès. C'est ce qu'on appelle les Shemshouhor. Et les Shemshouhor, ils se font appeler les suivants d'Horus, c'est-à-dire les descendants de Horus, le faucon. Donc on voit que déjà, cette relation privilégiée que les pharaons égyptiens ont avec le faucon, ça prouve que le faucon, c'est leur totem. Suivant. Et selon Hérodote qui a visité l'Égypte, voilà ce qu'il dit. Il dit en Égypte, au moment où il est arrivé là-bas, il dit si l'on tue quelques-uns de ces animaux de dessin prémédité, c'est-à-dire en termes clairs, si tu fais exprès et que tu tues un de ces animaux qui sont sacrés ici, on est puni de mort. Si on l'a fait involontairement, si tu n'as pas fait exprès, tu payes une amende au prêtre. Mais si l'on tue, même sans le vouloir, même si tu n'as pas fait exprès, si tu tues un épervier, c'est-à-dire Horus, ben, tu ne peux pas éviter le dernier supplice. On va te mettre à mort. On va te lyncher jusqu'à te tuer. OK? Et il dit, une partie des Égyptiens régale. Il dit une partie, pas tous. C'est-à-dire que le totémisme, c'est quelque chose qui est lié au clan, pas à tout le monde. Il dit une partie des Égyptiens régale les crocodiles comme des animaux sacrés. Mais d'autres leur font la guerre. Okay? Certains clans n'aiment pas les crocodiles, d'autres clans aiment les crocodiles. C'est ça le totémisme. Okay? En Côte d'Ivoire, on a encore l'expression manger son totem. Manger son totem. Okay? Donc, pour vous dire, le totémisme était fort en Égypte. Et selon le grand spécialiste du totémisme, c'est-à-dire Falber, c'est quelque chose qu'on trouve seulement chez les populations de couleur. C'est-à-dire pas les blancs, pas les arabes. Okay? On n'a aucune trace de totémisme chez les blancs ou les arabes. Suivant. Si vous arrivez au Bénin, à Ouida, j'ai visité ça quand j'étais petit avec mon père, vous avez le temple de Python. Et c'est un totem à Ouida. C'est interdit de tuer les pythons quand on est à Ouida. Okay? Donc là, vous avez le totémisme là-bas. Mais il n'y a pas qu'à Ouida. La plupart des Africains qui ont une idée, parce qu'on a tous été déracinés, mais la plupart des Africains qui connaissent un peu bien leur tradition vous diront que oui, on a des totems. On a des totems, il y a des animaux dans les clans, il ne faut pas manger. Suivant. Alors, deuxième argument, c'est la circoncision. Okay? La circoncision qui existait en Égypte et qui existait aussi, qui a toujours existé en Afrique noire. Suivant. Selon la Bible elle-même, Abraham a été circoncis à 90 ans. Et la Bible dit que c'est ça qui a scellé son alliance avec Dieu. En quoi est-ce que la circoncision est une alliance avec Dieu? Suivant. Donc, tout ça pour vous expliquer que quand on se place du côté de la Bible, on n'a pas vraiment d'explication. Cette alliance avec Dieu, c'est très difficilement compréhensible. Ça ne tient pas vraiment la route. Okay? Et Cheikh Anta Diop explique, les Égyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Ce sont eux qui ont transmis cette pratique au monde sémitique en général, les Juifs et les Arabes.
et en particulier à ceux qu'Hérodote appelle les Syriens. Ok? Je n'ai pas le temps de tout lire. Suivant. Donc, pour comprendre, en fait, la circoncision chez les Égyptiens, ce n'est pas en Égypte qu'il faut partir. Il faut descendre en Afrique noire, il faut aller jusqu'au Mali. C'est un peu ce qu'on appelle les Dogons. OK? Alors, qu'est-ce que les Dogons ils disent? Suivant. Et là, comme vous allez voir, pour expliquer les Dogons, je veux encore retourner en Égypte. OK? Chez les Dogons, tout comme les dieux, OK? Les humains naissent avec les deux sexes. Ici, vous avez le dieu, la divinité Hapi, c'est la divinité du Nil. Okay? Vous voyez, il a une forte poitrine, c'est-à-dire qu'il a un corps un peu efféminé. On pense à une femme, mais en même temps, on voit une barbe, on pense à un homme. Les dieux naissent avec les deux sexes. Les dieux sont androgynes. Et les humains aussi sont androgynes. OK? En Égypte antique, comme dans la plupart des cosmogonies africaines. Suivant. Donc, tant qu'il porte son prépuce, c'est-à-dire le petit morceau de chair qu'il a en fait autour du sexe, tant qu'il porte son prépuce, le jeune garçon est à la fois mâle et femelle. Et on n'aurait donc aucun penchant pour la procréation. Il faut donc sectionner le prépuce, ok, pour qu'il puisse verser complètement dans son sexe, ok, parce que tant qu'il a encore son prépuce, il est à la fois mâle et femelle, comme les dieux. Mais on ne peut pas être en même temps mâle et femelle et puis procréer. Donc, pour qu'on puisse avoir la procréation, il faut sectionner le prépuce. C'est ça l'explication de la circoncision. Et l'idée, effectivement, d'alliance avec Dieu d'Abraham, on voit bien que ça s'effondre comme un château de cartes quand on va en Afrique noire. Suivant. Il en est de même du clitoris qui fait de la jeune fille un être mâle et femelle. Ok? Il en est de même du clitoris de la jeune fille, raison pour laquelle la circoncision et l'excision existaient autant en Égypte qu'en Afrique noire. Là, je dois vous dire, c'est quelque chose qui fait beaucoup de débat. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je ne fais que citer Cheikh Anta Diop. Ok? Et puis, certains, bon, je vous dis leurs arguments. Ils disent que l'excision en Égypte antique, ça existait, l'excision existait chez les Dogons aussi, ok? Et naturellement, les Dogons n'ont jamais été islamisés. Ils ont toujours refusé l'islam, catégoriquement, d'accord? Mais ils disent que l'excision est arrivée en Égypte au moment où l'Égypte était occupée par les clans. Ok, avant, on n'a pas de trace de ça. En tout cas, c'est le combat de la sphère, de la galaxie afrocentrique, afro-consciente d'aujourd'hui. Suivant. La mise à mort rituelle du roi. Voilà quelque chose aussi qui existait en Égypte et uniquement en Afrique noire. Ok, quand je parle de mise à mort, beaucoup de gens vont me dire, quoi, tuer des rois? Tu es sûr que ça existait en Égypte et tu es sûr que ça existait en Afrique noire? Oui, oui, suivant. En Afrique, Égypte y compris, un roi ne pouvait régner qu'en étant en pleine forme. Sa force vitale est protectrice du bien-être de son peuple. Quand la force vitale du roi s'affaiblit, c'est un danger pour son peuple. Ok? Raison pour laquelle, après un certain nombre d'années, 8 ans en général, on mettait un roi à mort. Comme l'Égypte est une civilisation tellement vieille, on ne voit pas ça là-dedans. Mais on a des traces qui montrent clairement que ça existait là-bas aussi. On a des traces. Et vous allez voir, en fait, la force vitale du roi, ok? La force vitale du roi, quand elle baisse, c'est pas bon. Parce que le roi, le pharaon ou le roi en Afrique ou le chef indigène, c'est lui qui est en relation directe avec, c'est lui qui fait le lien direct avec Dieu et puis son peuple. Il fait le lien direct avec Dieu, les esprits et puis son peuple. Quand sa force vitale baisse, c'est-à-dire on peut avoir des maladies, on peut faire des guerres, le bétail va commencer à tomber malade, à mourir, les récoltes ne seront pas bonnes. Non, il faut que une très forte. Il y a aussi la cosmogonie. C'est intéressant ici. Vous avez chez les Dogons au Mali un dieu qu'on appelle Ama.
qui est le Dieu qui a créé l'univers, créateur de toutes choses. En Égypte, vous avez un Dieu qu'on appelle Amon, qui est le Dieu qui a créé l'univers, créateur de toutes choses. Chez les Égyptiens, c'était un Dieu qui est représenté sous la forme d'un bélier, tel que vous voyez ici, avec un cercle solaire sur la tête. Et chez les Dogons, c'est un même Dieu qui est représenté avec un bélier, avec une calebasse sur la tête. Donc vous voyez que on a un même Dieu, avec le même nom, avec les mêmes attributs, même descriptions dans ces deux endroits différents de l'Afrique. Ça ne peut pas être le fruit du hasard, vous en conviendrez. C'est une histoire d'héritage, ok? Soyons d'accord là-dessus. Suivant. Et puis, la pensée bantou et la pensée égyptienne sont en plusieurs points identiques. Ok, elles sont basées sur le principe de la force vitale. Si vous avez lu la philosophie bantou de Robert Temples, vous allez voir la force vitale, c'est-à-dire cette force en fait qui émane de Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui cette énergie en fait vitale, originelle. Et chaque chose qui existe dans l'univers n'est que le réceptacle, n'est que le petit réceptacle de cette grande force vitale de Dieu. Chez les Égyptiens, vous avez la même chose et ça gouverne tout, chaque aspect de leur vie. Et vous allez chez les Bantous, vous avez aussi la même chose. Suivant. Il n'y a pas que chez les Dogons ou les Bantous, en fait, qu'on peut faire ces analogies. Ici, par exemple, au milieu, vous avez la déesse Isis avec Horus. Saint-Nu avec son enfant qu'elle tient dans la main en train d'allaiter. Et partout en Afrique noire, vous avez une réplique exacte. Effectivement, la réplique, elle est moins bonne, ok, elle est moins sophistiquée, mais on voit que c'est une réplique exacte chez les Ghanéens, chez les Bambara, chez les Dogons, chez les Bantous, et même si vous descendez jusqu'en Afrique du Sud là-bas, vous avez exactement la même chose. Ok, donc c'est pas ça non plus, ça peut pas être le fruit du hasard. Suivant. Maintenant, on va arriver un temps maintenant un peu vers la fin de cette prière, c'est-à-dire que le monsieur est mort et puis après son cercueil bouge, il ne veut pas aller, il veut pas se faire enterrer ou bien il va désigner qui l'a tué. C'est quelque chose, l'explication remonte de ça, remonte à l'Égypte antique. Pas le temps d'expliquer maintenant. Nos spiritualités, en remontant à l'Égypte, on comprend mieux les spiritualités africaines, la culture africaine, les mentalités africaines et les degrés, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Suivant. À partir de ce que nous savons de notre culture et de la culture égyptienne, nous avons de quoi partir des états stables et prospères. Pas besoin de toujours importer. Je dis pas besoin de toujours, c'est-à-dire souvent on devra peut-être le faire aussi, okay? Mais pas besoin de toujours importer des lois et des constitutions européennes. Le jour suivant, on peut mieux étudier la pensée africaine et puis la théoriser en étudiant la philosophie égyptienne. Parce que chez eux, tout ça était déjà théorisé depuis très longtemps. Il y a des ouvrages égyptiens, effectivement, il y a des textes religieux, il y a des textes qui sont presque des textes en fait de théologie. Et comme on sait que c'est la même culture, en partant de l'Égypte, on peut mieux étudier la pensée africaine. Okay? Et la théoriser, créer une philosophie africaine. Suivant. Il faut comprendre aussi que nous avons un devoir de préserver notre culture. Nous sommes les guides civilisateurs de l'humanité. Nous n'avons à nous faire, nous avons donc à nous faire dans la culture. Et comprenez aussi que malgré la diversité apparente, ça c'est le dernier slide, malgré la diversité apparente, toutes nos langues partagent des liens très forts entre elles. Le verbe manger, par exemple, dans n'importe quelle langue africaine, noire africaine, ça se dit de la même manière. Okay? N'ayons pas peur de parler une langue officielle africaine qui n'est pas notre langue. Par exemple, des gens vont dire, ah, moi je suis Peul. Si on parle au Wolof, je vais me sentir frustré. Non, il y a des liens très forts entre les deux. Okay? Elles ont une même racine. Okay? Donc, il n'y a pas à être frustré par cela. D'accord? Suivant. Je vous invite à vous procurer le livre et à le lire et je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, maintenant on va passer à la partie questions. Si vous en avez.